Salut, c'est Seb Augier, bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. Salut à tous, bienvenue et effectivement, bienvenue Sébastien Augier dans l'émission Auto Hebdo. Merci de nous faire le plaisir d'être là après ce 9e titre mondial. Deuxième invité de l'émission Auto Hebdo, c'est pas mal. Plaisir partagé, bah ouais, super. Qui était le premier du coup ? Théo Pourchère. Pas mal non plus, hein ? Pas mal non plus, exactement, on est bien d'accord. On est également avec Cyprien Juillard et Pierre Barré qui seront là avec moi et on va revenir, bien entendu, Sébastien, sur ce 9e titre mondial, mais aussi un petit peu bien sur les débuts de carrière, sur d'autres choses qui se sont passées avant cette 9e quête du titre. Et je veux commencer par un petit cadeau en plus, on n'est pas venu les mains vides chez Auto Hebdo, évidemment l'Auto Hebdo du 9e titre mondial avec la belle couverture Sébastien Augier et Vincent Landé. Qu'est-ce que ça fait de voir ça et d'une certaine manière d'avoir un rappel de ce 9e titre final? Ouais, c'est toujours un honneur, hein. Je pense que n'importe quelle couve et puis Auto Hebdo, ça reste quand même le magazine des passionnés du sport auto en France et du coup ouais, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être là et puis je pense qu'il a été plutôt bien trouvé là avec le 9 pour faire le G, ça colle bien et puis ouais, sympa de partager ça avec Vincent pour la première fois pour lui et génial d'avoir vécu ce rêve que de devenir champion du monde pour la première fois avec lui. Et justement, ce 9 qui est là, tu as souvent répété que le 9e titre, c'était pas quelque chose qui t'obsédait absolument, mais maintenant qu'il est gagné, qu'il existe vraiment, est-ce que tu as changé d'avis là-dessus ? Changer d'avis, non, je veux dire, mais par contre, dire que ça me touche pas serait mentir. Bien sûr que je suis heureux de rejoindre l'autre Seb tout en haut du palmarès et que c'est une fierté quand même d'être allé chercher ce 9e titre, surtout que c'est quand même été une saison assez exceptionnelle. Face à des adversaires, je l'évoquais juste avant, la dernière fois qu'il y a eu 4 champions du monde au départ d'un championnat, ça remonte à 2004. Donc c'est quand même si on aimerait plus avoir plus de voitures au départ, plus de concurrents sur les épreuves du mondial, je pense que le niveau aux avant-postes a rarement été aussi élevé et ça je pense que c'est quand même important de le souligner aussi parce que de temps en temps on entend ici et là si quelqu'un gagne en faisant des courses en moins, c'est que le niveau il est pas aussi exceptionnel qu'il devrait l'être. Je pense que entre Calais, Thierry, Hoyt et moi, ça faisait 4 champions du monde au départ. Elfine, qui a un niveau quand même assez exceptionnel et sa constance cette année nous a poussé jusqu'à la toute dernière spéciale de l'année pour aller chercher ce 9e titre. Donc ouais, ça a été une saison exceptionnelle pour moi et bien sûr que je suis heureux et fier de malgré tout d'avoir ce 9e titre maintenant. Alors parmi les grands moments de cette saison, Sébastien, on peut d'ores et déjà reparler du rallye Monte-Carlo, bien sûr, en début de saison. Ça a été ton 10e sacre sur le Monte-Carlo, toi qui es un gars pensé d'origine. Qu'est-ce que ça faisait justement de pouvoir remporter pour la 10e fois ce rallye maintenant que le Monte-Carlo est quand même bien installé du côté de Gap? J'ai souvent répété pendant ma carrière que si je devais en gagner qu'une par an, je choisirais celle-là. C'est ce rallye qui m'a donné le rêve de devenir pilote tout petit et qui m'a donné qui me donne toujours autant d'étoiles dans les yeux et qui me fait toujours autant rêver quelque part. Donc ouais, une énorme fierté d'être le recordman de victoire sur ce rallye. D'autant plus que depuis quelques saisons maintenant, effectivement, on est basé à Gap, ma ville natale, et que forcément, c'est toujours un soutien particulier pour moi là-bas et quelque part beaucoup d'attentes aussi. Mes statistiques sur ce rallye-là font qu'en général, quand je suis au départ, tout le monde se dit c'est bon, il va le gagner. La vérité, c'est que j'ai toujours autant de respect face à cette épreuve parce que ça reste peut-être le rallye le plus difficile de la saison en termes de conditions à affronter et le plus piégeux. Et c'est vrai que il y a toujours cette adrénaline, ce stress, le jeudi et le soir quand on part de nuit en général dans des conditions jamais simples à affronter, de dire qu'on lance la saison sur ce rallye-là. Je pense qu'on est tous unanimes. J'en ai parlé récemment avec d'autres pilotes du championnat, de dire que c'est quand même un moment, à la fois magique, mais à la fois super stressant de se lancer au départ du rallye Monte-Carlo.
Et voilà, ouais, c'est génial d'avoir ces 10 gros trophées à la maison. Et puis la longévité aussi, hein. Première victoire en 2009, dernière victoire pour l'instant en 2025. C'est juste exceptionnel de pouvoir dire que tu as été un vainqueur pendant aussi longtemps de ce Rallye Monte-Carlo. Ouais, je crois que c'est Jari Matti qui disait d'ailleurs, juste après ma victoire cette année, que ouais, d'être vainqueur sur 3 décennies finalement, c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est pour ce côté statistique. Mais je pense que le plus important dans tout ça, c'est que c'est les émotions que ça procure. Je pense qu'au début de ma carrière, c'était pas forcément les choses que j'appréciais assez justement, et que j'avais tellement tendance à toujours me projeter de l'avant et regarder la prochaine course, que j'appréciais de temps en temps pas assez ces succès. Et c'est vrai que ça, avec le temps, en vieillissant, j'ai appris à apprécier ces moments-là. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye d'apprécier le plus possible ce 9e titre et puis ces 10 victoires au Monte-Carlo, évidemment. Ce 9e titre, il est arrivé après une saison d'une constance assez impressionnante, puisque après le Monte-Carlo que tu as remporté, tu as fait podium à toutes les manches sauf en Europe centrale. Comment t'expliques cette constance par rapport peut-être à d'autres années ? C'est une bonne question, mais je pense que ça passe, il n'y a pas de secret, je veux dire, ça passe par toujours autant d'implication, autant de travail avec l'équipe, avec Vincent, qui fait du super boulot à mes côtés et qui m'a... Je veux dire, Julien était un copilote exceptionnel et c'est pour ça qu'on a acquis tous ces titres ensemble. Mais Vincent, quelque part, m'a rajeuni un petit peu aussi parce qu'avec Julien, on était peut-être à un moment donné un peu comme un vieux couple et que ça se passait toujours super bien. Mais c'est vrai que Vincent, avec quelque part de voir cette motivation dans les yeux, d'essayer d'aller chercher ce premier titre, d'aller chercher des victoires, c'était quelque chose qui m'a boosté un petit peu. Et puis je sais pas, c'est vrai que cette année on avait des nouveaux pneus, je pense m'y être adapté plutôt pas mal. Il y a encore du travail au niveau des Hankook, mais quelque part niveau fiabilité, ça n'a pas été si mal que ça. J'ai été un petit peu moins touché par les crevaisons que les saisons précédentes, et ça c'est clairement un paramètre qui a joué aussi. Et la réussite a été là plus ou moins toute l'année, mis à part en Europe centrale où cette sortie, je n'ai pas pu faire grand chose malheureusement avec ce pneu qui éclate. Il y avait une crevaison lente que j'avais pas l'info de la crevaison lente sur mon dash, et au moment où il éclate dans une courbe rapide, j'ai vraiment pas pu faire grand chose. Mais à part ça, la réussite a plutôt été de mon côté. Cette saison, j'ai pas eu à m'arrêter une seule fois en spécial pour changer de roue, et ça c'est quand même, on peut pas dire que ça a été le cas avec le manufacturier d'avant. Et puis Toyota a fait du super travail, hein. Je veux dire, la voiture, je me suis senti à l'aise toute l'année. Voilà, tout mis bout à bout, les étoiles sont alignées, et voilà, ça a permis justement d'aller en chercher une 9e. Et il y a eu un moment dans la saison où tu as commencé vraiment à parler de ce 9e titre, où tu as été même assez cash en disant maintenant, oui, on va aller le chercher, ce titre, on va se battre pour. C'était pas prévu en début d'année, et tu avais un programme partiel évidemment qui était prévu. À quel moment tu t'es dit, ok, là, on va faire toute la fin de saison et on va vraiment aller se battre pour aller le chercher ? Non, effectivement, c'était pas prévu parce que le programme initial était de 8 rallyes. Donc en 8 rallyes, forcément, on peut pas avoir l'ambition d'aller chercher un titre. Maintenant, au soir du rallye de Grèce, qui était le 6e du championnat, si je me rappelle bien, on se retrouve avec 2 courses en moins, malgré tout 2e du championnat. Je sais qu'il y a le rallye d'Estonie qui arrive 2 semaines plus tard, ou 2 ou 3, mais qui est celui-là, de sûr, je vais le manquer encore. Et à partir de ce moment-là, en gros, je suis dans une situation où je suis en paix avec moi-même, avec le fait que si jamais je ne gagne plus de titre, parce que j'ai pris la décision de faire des saisons partielles et de passer plus de temps avec mon fils, je ne regretterai jamais cette décision parce que pour moi, ça a plus de valeur que n'importe quelle statistique. Maintenant, à ce moment-là de la saison, d'être si proche et de me dire que si je rajoute 3 courses en plus, j'ai peut-être une chance d'aller chercher encore un titre. Ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu regretter un jour. Je me suis dit, cette décision-là, il faut la prendre. Il faut essayer de rajouter quand même ces 3 courses en plus et essayer d'aller chercher le titre.
Et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je me suis pas caché du fait qu'on allait tenter le truc. D'ailleurs, j'ai toujours été. Je pense que les gens qui me connaissent sachent que je suis assez, assez direct et assez franc dans ma façon de m'exprimer, et que si j'ai un objectif, je vais pas avoir tendance à le cacher. Donc ouais, à partir du soir de la Grèce, on s'est dit, allez, on se lance dans ce challenge. Je savais qu'il allait pas être simple parce qu'en loupant le rallye suivant, forcément l'écart a réaugmenté un petit peu, et que il fallait continuer à enchaîner le genre de résultats qu'on avait fait sur le début de saison. Mais ouais, là, voilà, maintenant c'est facile de dire que c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là. Est-ce que le fait d'avoir un copilote qui n'avait jamais été champion du monde, ça a joué dans ta décision de te dire, quand même pour lui aussi, qu'il puisse vivre ça à son tour? C'est sûr que c'était le premier à espérer à chaque fois. À chaque fois que je annonçais, bon, finalement, on fait ce rallye en plus. C'est sûr que quand je voyais la banane qu'il avait, que c'est beau à voir, quoi. Et puis c'est clairement, ça a été clairement une motivation de me dire qu'il le mérite. Franchement, il fait du super travail, et que de son côté, en étant irréprochable comme ça serait génial de pouvoir aller chercher un titre, parce que le premier reste quand même toujours le plus magique, le moment où c'est l'aboutissement d'une carrière, d'années de travail à s'investir dans un sport, dans une passion, et d'être récompensé par un titre mondial. C'est sûr que c'est fantastique. Donc ça m'a motivé. Et aussi, quelque part, en fin d'année, il y a des moments où je me disais, moi, que j'ai un titre en plus ou pas, ça va pas changer ma vie. Bien sûr que ça serait génial, parce que ça reste quand même le record dans le sport. Avoir le même nombre de titres que Seb Loeb, bien sûr que ça serait génial. Mais quelque part, j'avais presque plus de pression de me dire que, j'espère que ça va le faire pour lui, parce qu'il le mérite vraiment. Et donc voilà, et ça s'est confirmé en passant la ligne d'arrivée du dernier rallye de l'année en Arabie Saoudite, de voir les étoiles dans ses yeux. C'était un beau moment à vivre. Et on le salue, Vincent Landais aussi, donc ton nouveau copilote, nouveau champion du monde des rallyes, copilote à tes côtés. Pour reparler de cette saison 2025, on a quand même vu, il faut le dire, des choses un petit peu surprenantes cette année, même si, encore une fois, on est évidemment émerveillé de voir ce 9e titre que tu es allé conquérir. On va aussi parler peut-être de la victoire en Estonie d'Oliver Solberg, dès sa première apparition dans la Toyota. Qui m'a bien aidé aussi. Donc c'est vrai que j'étais le premier à le féliciter après la course. Ça t'a coûté combien l'opération pour le remercier? Non, ça m'a rien coûté du tout. Ça m'a coûté ça. Honnêtement, c'est quand même aussi un bon gars, j'ai envie de dire, parce qu'il a, je pense qu'il a bien mûri ces dernières saisons, et que le travail qu'il fait en WRC2, c'était irréprochable, et qu'il méritait clairement d'avoir sa chance en Rallye 1, et ce qui est le cas maintenant pour une saison complète l'année prochaine. Mais ouais, cette victoire en Estonie, elle a été quand même remarquable. Il a fait une course vraiment irréprochable, alors qu'il soit en tête le vendredi soir, j'ai envie de dire. Je l'attendais plus ou moins, parce qu'on sait tous l'effet du balayage, avec la position, fait de partir derrière sur un rallye terre. On savait tous qu'il était capable d'être en tête le vendredi soir. Par contre, la façon dont il a géré la suite du week-end, et avec quelque part une belle maturité, et où il était quand même sous pression avec un Hot Tanak à la maison, je veux dire, je suis le premier à bien savoir que quand il est à fond dans une bataille, c'est loin d'être évident de le battre. Donc ouais, non, il est allé la chercher vraiment au mérite, cette victoire. Et ouais, alors pour cette raison, forcément, je l'ai félicité, mais aussi parce que dans un coin de ma tête, à ce moment-là, on s'était lancé dans la quête du championnat, et que le fait qu'ils gagnent et qu'ils prennent des gros points aux autres, c'était idéal pour nous. Et oui, tout point qui n'allait pas dans la maison d'à côté, forcément, était judicieux pour toi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir aussi, Sébastien, parce que on le sait, en 2027, c'est peut-être l'ère d'une nouvelle réglementation en WRC. Ce sera l'ère d'une nouvelle réglementation. On commence à avoir quelques bribes d'infos. Il y aura peut-être un contingent de pilotes qui exercent plutôt en WRC2 à l'heure actuelle, qui seront propulsés vers le WRC1. On sait que tu fais partie d'une certaine caste de pilotes, avec les Thierry Neuville, avec tous ces pilotes qui justement sont des habitués du WRC1. Je pense à Elfyn Evans également. Comment tu vois l'arrivée de ces potentiels nouveaux concurrents à horizon 2027 ? Alors, pour ce qui est de ma part, j'ai tendance à me projeter quand même plus sur du court terme maintenant que sur du long. Maintenant, je m'interdis plus rien non plus, et j'ai pas envie de fermer aucune porte. Donc, je sais pas pour 2027 de quoi où je serai à ce moment-là, mais en tout cas pour le sport en lui-même, ça peut être, plus on est de fou, plus on rit, quoi. Donc non, honnêtement, ça peut que être mieux, et moi je suis le premier à dire que j'ai toujours été
demandeur d'avoir le plus de compétition possible, et c'est dans l'adversité qu'on obtient les plus belles victoires. Donc j'espère que ça, quelque part, donnera un coup de boost au plateau de départ des rallyes mondiaux. J'avoue que je suis pas hyper bien informé, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que, comme je disais, je me projette pas trop sur du long terme. On comptait sur toi pour nous donner plus de détails sur la réglementation, parce que nous on attend, on patiente. Ouais, comme il y en a eu un petit peu. J'ai appris hier dans la presse qu'il y avait un team privé là, qui arrivait. Tout à fait. Mais j'avais presque envie d'en parler ce soir et de demander peut-être à ceux qui sont informés voilà, parce que et on espère que tu as lu ça sur nos supports quand même, Sébastien. Je sais plus où j'ai vu passer, mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, voilà. Ouais, pour le sport, j'espère qu'il y aura le plus d'équipes possible et que je pense qu'il y a des pilotes, des jeunes qui méritent d'avoir leur chance au plus haut niveau. En France, on en a pas mal, je pense. Je pense à des Johan Rossel ou son frère ou plein d'autres. D'ailleurs, il y a plein de jeunes talentueux que la FFSA a fait éclore. Voilà, j'aime rappeler que la FFSA est quand même bien impliquée chez nous. Et moi, je suis le premier à toujours essayer de les remercier parce que sans Rallye Jeune et sans la FFSA, je serais clairement pas là. Donc ouais, pour le sport, j'espère qu'il y aura des opportunités pour eux au plus haut niveau et si possible dès 2027. Quand tu vois l'état du WRC aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Parce que Pierre l'a évoqué, il y a la victoire d'Oliver Solberg qui était quand même très belle pour lui, mais ça pouvait un peu poser question. Un pilote qui a peu d'expérience, qui arrive et qui gagne. Peu d'expérience. Peu d'expérience. Il en a quand moins même, qu'il est je sais pas combien de départs il a. Il a déjà fait du rallye 1 avec Hyundai les saisons précédentes. Et c'est un mec qui roule beaucoup quand même. Donc... Non, mais il roule beaucoup, mais c'est vrai que ça restait pas un titulaire, en tout cas un pigiste, on va dire, qui arrive et qui gagne. Et puis il y a aussi Rovan Perra qui s'en va, qui est un peu lassé du sport. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque quand tu penses à l'avenir du WRC? Est-ce que tu vois des points d'amélioration, des choses qui, pour toi, aujourd'hui, ne fonctionnent peut-être plus? Ouais, je pense qu'il y en a pas mal. Alors après, c'est toujours difficile vraiment d'évoquer ces points-là parce que je veux dire, chacun peut avoir ses propres idées, mais je pense qu'il y a des idées un petit peu communes que tout le monde a en ce moment, qui sont de dire que peut-être les formats sont peut-être à revisiter un petit peu je pense qu'on vit une époque où il faut peut-être arriver à compacter un petit peu plus, à la fois pour que l'intensité soit plus forte, mais aussi pour arriver à capter un public qui a peut-être beaucoup de possibilités aujourd'hui, et que pour avoir des jeunes qui vont rester captés pendant 3 jours sur un rallye, je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc moi, je suis le premier à dire depuis des années qu'il faut essayer peut-être de travailler sur les itinéraires et garder une distance quand même correcte, parce que la barre des 300 km, quand même, je pense qu'elle est importante à garder. Mais je pense que c'est largement faisable sur 2 jours plutôt que 3 pour commencer. Après, côté technique, je pense que les voitures, il faut qu'elles restent quand même, il faut qu'elles aient un côté spectaculaire, parce que je pense que ce que les gens vont regarder et vont apprécier toujours. Mais d'un autre côté, d'enlever un petit peu de puissance, peut-être un peu d'aéro, parce qu'aujourd'hui, on est venu à des voitures assez extrêmes qui ont une vitesse de passage en courbe assez impressionnante pour du rallye. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Si on enlève un peu d'aéro, elles vont aller un poil moins vite, elles vont coûter moins cher, et le spectacle, elles vont pas être plus faciles à piloter, peut-être voire plus difficiles, même malgré le fait qu'elles vont moins vite. Donc ouais, quelque part réguler un petit peu les coûts avec ça, je pense que c'est faisable aussi. Et ça va être difficile de s'étendre sur ce sujet. Il y a pas mal de petits points ici et là, mais c'est sûr que le nouveau promoteur qui devrait être annoncé bientôt et qui arrivera en début d'année a du pain sur la planche, et j'espère que justement la FIA et le promoteur actuel vont faire le bon choix sur qui va succéder à ce rôle-là, parce que c'est sûr que c'est eux qui auront cette mission à remplir là, et le plus vite possible, pour essayer de redonner un coup de boost à ce sport qui fait quand même toujours rêver beaucoup de gens, et qui a toujours un potentiel, je pense, très fort, mais qui à l'heure actuelle peut-être pas utilisé au mieux. Ouais. Avant d'enchaîner sur la deuxième partie de cette émission, une dernière question. Je reviens sur 2027. On sait que Toyota est quand même plutôt bien avancé dans la préparation potentiellement de cette nouvelle réglementation. On entend parler d'une nouvelle voiture qui est en développement. Est-ce que tu as été déjà sollicité pour ce genre de choses? Est-ce que tu as peut-être déjà fait des essais? Je ne sais pas. On a entendu dire que la voiture avait roulé, donc peut-être... La voiture roule déjà, oui, la voiture roule déjà. Je pense que c'est pas un secret. J'ai pas encore été derrière son volant, et je pense que ça ne sera pas pour tout de suite de mon côté.
Mais ouais, je pense que il y a au moins un constructeur qui est toujours bien impliqué dans le sport, c'est Toyota, et c'est effectivement bien de se trouver dans cette équipe à l'heure actuelle, je pense. Quand on voit la passion et le respect qu'a Akio Toyoda pour le rallye, voilà, ça reste quand même le plus gros constructeur mondial à l'heure actuelle. Donc c'est génial de les avoir impliqués dans notre sport. Maintenant, on est tous conscients qu'il en faut plus, et que j'espère que ça on entraînera quelques d'autres pour 2027 avec la nouvelle réglementation. Mais ouais, elle roule déjà, et donc je sais pas en dire beaucoup. Je sais que ça va un petit peu moins vite que celle qu'on a maintenant, mais bon, ça a été souvent le cas dans l'histoire du rallye, que les nouvelles voitures, pour essayer de à la fois réduire, des fois c'était les risques, des fois les coûts, le niveau de performance baisse un petit peu, mais bon, il faut faire confiance à nos ingénieurs pour que très rapidement, finalement, la voiture évolue et que les performances restent spectaculaires. Et le plus important, c'est qu'il y ait des constructeurs présents avec des voitures relativement proches les unes des autres, et que le sport puisse produire de belles batailles. Comme l'a dit Pierre, effectivement, on va passer à la deuxième partie, parce qu'effectivement, on a parlé de 2025 et de l'avenir, mais on va aussi jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Sébastien, devant toi, il y a donc 6 cartes qui représentent en fait des moments de ta carrière, comme ils ont été traités dans Auto Hebdo. Je vais te demander d'en choisir 3. Okay. Tu as le droit à un joker si jamais il y en a une qui ne te chauffe pas trop. Mais voilà, c'est histoire de pouvoir revenir aussi un petit peu sur des moments. Voilà, là, il faut les tirer au sort, et on va voir ce que ça va donner. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour remercier Red Bull France qui nous reçoit pour cette émission. On va commencer par la première déjà. On va voir si elle est pas mal. Voilà, elle est encore récente aussi. Ogier Solo Monde. Une belle couve. Limite encore plus belle que celle du titre. Parce que voilà, tout le monde sait que ce trophée, c'est toujours celui qui m'a fait rêver le plus, le Monte Carlo. Une belle photo. Tu disais que tu avais 10 trophées maintenant à la maison. Ils sont où justement à la maison là? Ça commence à demander de l'espace. Je me suis installé depuis un an là, dans une maison où j'ai eu la chance de pouvoir me faire un beau garage, où j'essaye de réunir une de mes voitures de ma carrière, plus la plupart de mes trophées aussi, et en particulier les 10 du Monte Carlo. C'est pas encore finalisé, mais c'est en train de se mettre en place avec une belle vitrine dédiée au Monte Carlo, parce que les 10 gros trophées à eux seuls prennent une certaine place. Ouais, c'est important justement aussi, t'évoquais ton fils tout à l'heure bien sûr, c'est important aussi de pouvoir montrer d'une certaine manière, de garder une trace de tout ce qui a été fait dans ta carrière. Oui, bien sûr que c'est une fierté, et puis ça représente 20 ans de ma vie là maintenant bientôt. Je pense que mon premier rallye c'était le 1er avril 2006 avec Rallye Jeune dans la Coupe Peugeot. Donc du coup, je fêterai donc bien dans quelques mois les 20 ans de mon début de carrière. Donc c'est quand même forcément ça laissera une trace à vie. Et mon fils, c'est vrai que jusqu'ici, par exemple, il n'a pas été hyper impliqué dans ce que je fais, parce que c'est vrai que les courses sont tellement intenses pour nous que je l'ai pas eu souvent à mes côtés sur les courses, parce que j'ai pas de temps pour lui dans ces moments-là. Mais là, maintenant qu'il a 9 ans, il commence à réaliser de plus en plus quand même ce que papa fait, et je pense qu'il commence à avoir une certaine fierté aussi de ça, même si on lui demande quel est le meilleur pilote du monde, il répond René Rast, parce que ma femme, faisant la présentation du DTM en Allemagne, il a plus regardé du DTM que du WRC dans sa vie, et c'est vrai que donc voilà, papa c'est juste papa quoi, mais moi voilà, pour mon fils ou puis pour moi-même, c'est sympa de pouvoir réunir tout ça à la maison, et même si je suis pas du genre à contempler ce que j'ai acquis, c'est une fierté quand même d'avoir ça à la maison. Je vais te demander de prendre une deuxième carte. On va remonter encore un petit peu. Alors donc là, ça, c'est le 5e ou... Ouais, on est en 2017 là. 2017. Couverture partagée avec Lewis Hamilton, ce qui est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal non plus, effectivement. Et là, c'est le titre avec la Ford Fiesta chez M-Sport. Le premier après l'Air Volkswagen, mais le premier avec Malcolm. Et c'est vrai que cette saison-là, elle restera aussi inoubliable pour moi en termes d'émotion. Peut-être la plus forte en termes d'émotion, je dirais, parce que c'est vrai que gagner avec une équipe semi-privée qui s'est investi cette année-là, qui s'est vraiment mis en quatre vraiment pour essayer de nous faire gagner, et de voir
justement le bonheur que ça leur a procuré d'aller chercher ce titre ensemble. Bah, c'était quelque chose d'assez émouvant quand même. Et c'est vrai que celui-là, voilà, il restera voilà, gravé dans ma mémoire. Je ne sais pas comment dire, parce qu'ils seront tous dans ma mémoire. Mais celui-là, il est quand même assez haut dans la liste en termes d'émotion. En plus, le passage chez M-Sport, il se fait après l'arrêt de Volkswagen. Donc, c'est un nouveau projet qui débute. Est-ce qu'en arrivant déjà, tu pensais avoir la voiture capable de gagner? Est-ce que tu t'attendais déjà à jouer le titre et à le remporter? Ou c'était un peu aussi pour toi une bonne surprise finalement? Bah, c'était le but. Je ne veux pas me cacher que sortant de 4 ans fantastiques avec Volkswagen, c'est sûr que c'était... j'avais 2 options à ce moment-là qui se sont présentées à moi. C'était d'aller chez Toyota déjà à l'époque, mais le petit test que je fais avec la voiture du moment... me choque un petit peu en me disant que non, ils sont pas prêts. Et je savais qu'avec la Toyota, il n'y avait vraiment aucune chance de gagner le titre en 2017. Et par contre, quand j'essaye la Ford, je vois tout de suite un potentiel. Et après, bien sûr que je suis conscient que c'est une équipe semi-privée, que le budget est beaucoup moins élevé qu'avec les autres équipes et que c'est loin d'être gagné d'avance. Mais à ce moment-là de ma carrière, je trouvais que c'était un beau challenge à essayer de relever. Et voilà, après, aspect contrat, effectivement, aller chez Toyota aurait été le plus... comment on dit ça? Lucratif, voilà, je cherchais le mot, exactement. Mais à ce moment-là de ma carrière, le côté sportif, ça a toujours été le cas d'ailleurs, hein, je pense que j'ai toujours mis la priorité sur le sportif par rapport au reste. Et voilà, l'histoire a prouvé que c'était la bonne décision. Et on vient de l'évoquer, un moment vraiment très fort avec Malcolm et son équipe que j'oublierai jamais. Ouais. Et on l'a évoqué aussi, hein, c'est vrai que fin 2016, il y a un contexte avec la fin du programme Volkswagen, bien évidemment, qui s'est pas passé forcément de la plus facile des manières, je dirais. Rejoindre M-Sport, ça a été assez soudain, quoi. Ça a été tellement soudain que ça nous a tous pris de court. Et c'est vrai que sur le moment, tu as l'impression que ton monde qui s'écroule. C'est un peu ça, en fait, finalement. Mais bon, finalement, après coup, c'était peut-être pour une bonne raison et pour une bonne chose. Et finalement, le fait de m'avoir forcé quelque part à aller dans une autre équipe, en termes de reconnaissance pour moi, je pense que ça a été encore mieux finalement, parce que souvent en sport auto, on attribue les victoires au fait que si tu as la meilleure voiture, c'est facile de gagner. Là, c'était quand même beaucoup moins le cas. Donc du coup, je pense qu'en termes de reconnaissance, pour moi, c'était bien. Et puis aussi parce que ça m'a fait découvrir une autre culture, une autre équipe, une autre façon de travailler. Et c'était que le début finalement, parce qu'après, on a encore continué avec d'autres équipes et avec Toyota. C'est la question que je voulais te poser. C'est le plus gros défi de ta carrière, selon toi, d'avoir rejoint M-Sport? Je pense qu'on peut dire oui. Je pense que, je sais pas, parce qu'il y a quand même eu plein de moments clés dans ma carrière et déjà fin 2011 finalement, hein, de quitter quand ça se passe pas super bien avec Citroën et qu'on décide de partir chez Volkswagen. À ce moment-là, c'est quand même un gros défi aussi parce que oui, c'est un gros constructeur qui vient avec des moyens. A priori, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il y a plein plein d'histoires en sport automobile qui montrent que c'est pas forcément la clé pour la réussite. Et Toyota, en l'occurrence, en Formule 1, où il y a plein de projets où c'était censé être des projets qui allaient gagner parce qu'il y avait des gros moyens, mais qui finalement n'ont pas eu le succès escompté. Donc là, c'est clairement, c'est peut-être quand même, je dirais quand même, c'est le plus gros défi à ce moment-là de ma carrière, c'est là, parce que là. Fin 2011, je commence à être prêt 2011, c'est la première saison où je me bats vraiment aux avant-postes et je commence à être prêt pour me battre pour des titres de champion du monde. De prendre la décision de perdre un an, hein, finalement, qui était donc avec l'objectif de reculer pour mieux sauter. Hein, mais à ce moment-là, on est quand même sûr de rien. C'était pas une décision facile à prendre. Mais ouais, voilà, celle de M-Sport était belle aussi. Donc voilà, il y en a eu plusieurs des moments clés comme ça dans ma carrière. Et tu vas pouvoir tirer justement une troisième carte qui revient sur la carrière. Et là, c'est pas du rallye. C'est pas du rallye. Seb, on est là aux 24 heures du Mans. Il y a eu cette intermède, on va dire, en championnat du monde d'endurance en 2020. 2022. Avec donc ici Lilou Wadou et Charles Millesi en équipier. Qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui d'avoir participé aux 24 heures du Mans? Ça a été une super expérience et je l'ai souvent répété. D'ailleurs, j'espère que ce sera pas la dernière au Mans parce que ouais, ça m'a vraiment. Pour ce qui est du Mans, ça m'a plu. Les autres, j'avoue que c'était un peu pas habitué à partager ma voiture et des week-ends de courses de 6 heures ou avec si peu d'expérience en circuit où
forcément, j'étais demandeur d'essayer de rouler un peu plus Oui, que ce que m'offrait voilà, le partage d'une voiture sur une course de 6 heures à 3 pilotes, quoi. Et c'est vrai que voilà, ces week-ends-là étaient un petit peu... pas frustrant, mais disons qu'il fallait du temps de roulage que j'ai pas eu à ce moment-là et que du coup, voilà, l'intermède WEC a duré que finalement 3 courses pour moi. À ce moment-là de ma carrière, je pensais peut-être que ça allait durer un petit peu plus longtemps. Mais finalement, le fait que ça se passe toujours aussi bien ou presque trop bien en rallye m'a poussé à revenir faire un petit peu plus de rallye. Mais quand même, en gardant dans un coin de ma tête l'idée que j'espère y retourner un jour parce que c'était une course incroyable. Et ouais, les 24 heures du Mans, ça reste quand même unique aussi. Tu évoquais justement l'intensité des rallyes. C'est vrai que c'est des journées, de toute façon, on n'arrête jamais, hein, on passe de l'un à l'autre. Peut-être qu'effectivement aussi, une fois que tu as fini ton relais dans une course de 6 heures, tout ce qui reste à faire, c'est de regarder quasiment. Ou c'est peut-être Oui, mais après, le côté équipe, finalement, m'a plu aussi. Le côté partage avec d'autres, quand on a une carrière aussi remplie que la mienne et aussi remplie de succès aussi, d'ailleurs aussi. Il y a un moment où on est prêt à être un peu moins égoïste et à partager un petit peu plus. Et ces émotions qu'on peut avoir à plusieurs dans une voiture, c'est quand même... Alors même si on n'a pas gagné, au Mans, on fait je crois, 8 sur 24 voitures, je crois, un truc comme ça, ce qui était correct, j'ai envie de dire. Et du coup, c'était quand même des bons moments à vivre. Et je pouvais clairement me projeter à en faire plus. Maintenant, c'était un moment où il fallait que je prenne la décision. Quand je fais quelque chose, c'est pour essayer toujours d'être performant. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Et en fait, il aurait fallu que je m'investisse dans le WEC vraiment à 100%. Et finalement, à ce moment-là de ma carrière, où le but était quand même d'avoir des calendriers moins remplis et d'être un petit peu plus à la maison, ça aurait pas été si relax que ça si je m'engageais à plein temps dans un championnat comme le WEC. Et pour être performant dans un championnat comme ça, il aurait fallu que je m'engage à plein temps. Je ne pouvais pas me permettre d'y aller au coup par coup, comme je peux me permettre de le faire en rallye grâce à mon expérience. Donc du coup, voilà, le tout cumulé, j'ai pris la décision de repartir un peu plus sur le rallye pour un certain temps. Mais une fois de plus, j'espère que je remettrai les pieds au Mans parce que ça m'a plu et c'est un événement incroyable. Un petit mot sur tes coéquipiers aussi de l'époque. Tu avais 2 jeunes de 20 ans, Lilou Wadoux et Charles Milesi, qui avaient 20 ans à l'époque, qui aujourd'hui du coup ont quand même bien évolué. Charles, il roule chez Alpine, il a gagné à Fuji en WEC cette année. Lilou, chez Ferrari, elle a gagné en IMSA, et puis elle est toujours très performante. Elle a même testé une nouvelle fois l'hypercar. Est-ce que tu suis leur carrière ? Clairement, on est resté un petit peu en contact quand même si c'est pas hyper intense. Bien sûr que je suis ce qu'ils font et que voilà, même si ça n'a pas duré très très longtemps, on a quand même partagé des choses sympas ensemble. C'est 2 super pilotes. Lilou, ouais, c'est top de voir qu'elle a encore des belles opportunités et je pense qu'elle est encore en train de progresser. Charles, effectivement, avec Alpine, cette première victoire cette année aussi d'ailleurs, non, avec un WEC, c'était sympa de voir que je pense qu'il le mérite et il a clairement le potentiel de faire de très belles choses aussi en endurance. Donc ouais, il y a juste un truc, je me rappelle quand on parle d'eux d'ailleurs, qui me frustrait aussi, que j'hésite pas à dire là maintenant, c'est que à l'époque il n'y avait pas de poids mini dans le WEC. Et ça, je pense que moi, j'ai toujours été le premier à essayer de me battre pour des conditions équitables en rallye, toujours été le premier à ouvrir ma gueule des fois un peu trop contre les ordres de départ, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'en WEC, ça a changé, je crois, depuis cette année. Mais à l'époque, il n'y avait pas de poids mini et c'est vrai que c'était quand même un peu... Alors, c'était mes coéquipiers, ça allait, mais c'était frustrant de voir qu'il y avait des d'autres équipages où finalement, chaque pilote fait 60 kilos et moi, avec mes 80, t'as aucune chance, quoi. Et du coup, c'était un petit peu... en plus du fait que j'avais encore beaucoup à apprendre et que, clairement, j'étais loin d'être parfait et que je pouvais encore me perfectionner en termes de pilotage d'une LMP2 ou d'une hypercar ou d'une chose comme ça. C'était frustrant de voir que, quoi qu'il arrive, il allait toujours en manquer un peu parce qu'il y avait ce facteur poids qui jouait un trop gros rôle. Et je suis content qu'ils aient pris la décision là. Et ça faisait pas. D'ailleurs, j'ai vu même Max aussi l'année dernière, où je sais plus quand, qui disait qu'il irait au Mans seulement s'il mettait ça en place. Et donc voilà, je pense que c'est important d'essayer de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et voilà, c'est un des paramètres qui m'avait aussi un petit peu
poussé à revenir. Enfin, ça faisait partie des paramètres qui aussi m'a poussé à revenir en rallye à ce moment-là. Bon, là, tu viens de lâcher une bonne petite info pour nos auditeurs qui vont justement s'intéresser à la F1 et au WEC. Je crois que l'info est pas tombée n'importe où. Dernière petite question à ce sujet. Tu évoques donc à l'instant que tu pourrais, pourquoi pas, te laisser tenter par un nouveau projet Le Mans, à l'image d'un Calero Vanpera qui va très certainement faire évoluer sa carrière tout en restant dans le giron Toyota. On pourrait, pourquoi pas, t'imaginer dans une hypercar Toyota? Pourquoi pas? Là, on va pas. Il y a zéro plan, donc on va pas faire des rumeurs ou lancer des idées qui n'existent pas pour le moment. Mais après, ça fait partie du domaine du possible, je dirais. D'ailleurs, j'avais fait quelques tests aussi avec l'hypercar, qui s'était quand même plutôt pas mal passé. Donc pourquoi pas un jour. Pour ce qui est de Calais, ouais, c'est sympa de dire un mot aussi parce que franchement, il se lance un défi assez incroyable et je suis le premier à dire qu'il a raison d'essayer de tenter sa chance. Enfin, aller conduire une super Formula, ça reste la voiture la plus rapide derrière une F1 à l'heure actuelle. Et bien sûr que ça va être super difficile en termes d'adaptation, mais il a que 25 ans, enfin, quelque part que 25 ans. En termes de pilote de rallye, on peut dire qu'il est très jeune. S'il rêve d'aller faire une carrière en circuit, finalement, c'est maintenant ou jamais. Il a déjà 25 il ans est presque quasiment, déjà trop vieux, on va ça, dire. Ouais. Donc franchement, il a raison d'aller tenter sa chance. Il n'a pas grand-chose à perdre. Et puis je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui va essayer de suivre ce qui se passe. Mais c'est sûr que c'est pas une super nouvelle pour le WRC et que de perdre un talent comme lui là pour au moins une saison, on va faire certainement un peu plus. C'est pas la meilleure nouvelle. Mais voilà, il est encore assez jeune pour, dans un cas où ça se passe pas comme il le souhaite en circuit, revenir dans quelques saisons en rallye. On va terminer, Seb, avec ce qu'on fait habituellement justement avec les invités de l'émission. On va appeler ça le contre-la-montre. On va mettre un timer d'environ 2 minutes. Et puis on va essayer de répondre au maximum de questions. Il y en a 33, ce qui veut dire qu'il faudra aller très vite pour les faire entièrement. Donc le but, c'est d'en le faire le plus possible. Voilà. Donc, Théo Pourchère, on avait fait un peu moins de 20. Donc voilà, ça fait peut-être un premier benchmark à aller battre. Mais voilà, il y a des hésitations. Et tu peux aussi évidemment développer sur certains sujets. Voilà, on peut toujours dépasser un peu. Mais du tac au tac, si possible, c'est encore mieux. On va y aller. Le pilote le plus fort que tu as affronté en rallye? Seb Loeb. Le pilote le plus sous-coté? Le plus sous-coté? Joker. C'est bien. Il utilise son Joker sans qu'on lui dise, ça c'est fort. Ton meilleur coéquipier? Mon meilleur coéquipier... on a déjà dit Seb Loeb, on va dire Tanak. Le pilote qui t'a fait rêver, toi, quand tu étais jeune? Tout jeune, Seb Loeb à nouveau. Ton rallye préféré? Monte Carlo. Ça, voilà, c'était facile. Un rallye qui manque au calendrier aujourd'hui? Il y en a plein. Mais allez, Corse et Rack, j'en dirais 2. En Cook ou Pirelli? Tu peux réutiliser J'ai gagné un titre avec un Cook là, mais non, mais un Cook pour une première saison, pas mal. Quand même. Il a fait du pas mauvais boulot, effectivement. Le Dakar, un jour, est-ce que ça pourrait te tenter? Non. Allez, ne dire jamais, mais pour l'instant, je m'y vois pas. Le choix précédent était compliqué, celui-là est encore pire. Julien Ingrassia ou Vincent Landais? Non, là, je peux pas me permettre. Les deux existent comme réponse. Ouais, les deux, bien sûr. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ah, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu as eu pour ton anniversaire? Parce qu'on tourne le lendemain, d'ailleurs, bon anniversaire, du coup, encore en retard. Qu'est-ce que j'ai eu cette année? Ma femme m'a envoyé chez un dermato, pas dermato, mais traitement... Alors, l'idée c'était du relax, mais je me dis peut-être que j'ai l'impression d'être il y a un trop signe vieux pour elle. Il y a un signe, j'ai l'air d'être trop vieux pour elle peut-être. Pétanque ou boule lyonnaise? Boule lyonnaise. On rappelle que Sébastien Ogier a été champion de France de boule lyonnaise. Les deux aussi, mais allez, boule lyonnaise quand même. Une voiture que tu rêverais de piloter? Toujours F1, ça reste sur des tops, des expériences assez uniques. Quoi. Alors, en cette période de fête, nous on fait notre top 50, toutes catégories confondues de l'année. Qui serait ton numéro 1 dans un top 50 des pilotes? Top 50 des pilotes? Max Verstappen. C'est incroyable quand même. C'est assez fort ce qu'il a fait. Col du Turini ou col de la Couillole sur le Monte-Carlo? Turini, ça reste le plus mythique. Si tu n'avais pas été pilote, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Bonne question. J'étais mécano et moniteur de ski. Après ça, j'ai tellement focus sur une seule chose que j'ai jamais envisagé rien d'autre. Hop. Et on fait une dernière, et ça c'est celle qu'on va essayer de poser à tout le monde. Mais de 0 à 10, cette interview, elle était comment? De 0 à 10, il faut que je note. C'était agréable. C'est toujours agréable de parler avec des passionnés de mon sport. Donc, allez,
Je vais dire un 9 parce qu'il y a toujours un petit truc qu'on peut améliorer. Voilà. Puis 9, on prend. C'est le chiffre du voilà, moment. en plus, c'est le chiffre du moment. C'est le chiffre du moment, donc nous, ça C'est nous va très clairement. C'est vrai qu'on avait c'est qui le GOAT, le greatest of all time, OG ou là-bas. Moi, j'ai tendance à dire, plutôt que d'essayer de nous, opposer, célébrons le fait d'avoir 18 titres de champion du monde en France. Je pense qu'il n'y a aucun sport moderne qui peut se vanter d'avoir une telle domination d'un tel pays. Donc, voilà, moi, j'essaye plutôt de dire et d'apprécier le fait qu'on est tous les deux plus gros palmarès de ce sport, et plutôt que d'essayer de s'affronter, plutôt apprécier et respecter les deux. On avait posé cette question effectivement à nos lecteurs en mettant en 3e choix. Pourquoi choisir? Profitons. Voilà, exactement. Et c'est quand même ce qui est sympa. Merci beaucoup, Seb, de nous avoir accueillis chez Red Bull Lancier et d'avoir été avec nous dans l'émission. On souhaite une bonne cérémonie de remise des prix de la FFSA, puisqu'on tourne le jour même de cette cérémonie. Et puis on espère se retrouver très vite dès le Monte-Carlo, j'imagine. Très bientôt, effectivement. Merci. Merci, Seb.